Bonjour et bienvenue dans Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des caractéristiques importantes des voitures Tesla qui est largement oubliée de tous et en tirer les conséquences pour les nouveaux produits, mais surtout pour la nouvelle Model S qui entre en production prochainement. Pour que regarder mes vidéos soit toujours un plaisir sans coupure, les dons et achats dans le super chat des premières évitera le recours aux coupures publicitaires pour financer les prochaines vidéos. Merci d'avance. Bon, on va mettre tout de suite le contexte en place. Quelles sont les caractéristiques qui rendent les Tesla si particulières? On recense les réponses. C'est une voiture électrique? Oui, certes. Elle dispose d'un autopilote? Oui, ça peut arriver. Il y a un réseau de recharge ultra rapide? Ouais, tout à fait. Au fond, ouais, l'ordinateur est connecté avec des mises à jour par le réseau? Oui, tout à fait. Ok, bon, on va pouvoir en mettre plein des caractéristiques. Pourtant, l'une des caractéristiques majeures de Tesla n'a pas été citée. Et Elon Musk l'a pourtant répété à de nombreuses reprises, ce qui semble avoir été gommé de tous les esprits. Si vous avez une petite idée de ce dont on parle, notez-vous-le et puis on verra bien dans la vidéo si vous avez raison. Depuis le Roadster 1 présenté le 16 janvier 2006, Tesla a fait feu de tout bois pour présenter de nouveaux modèles. La Model S en 2009, puis le Model X en 2012, la Model 3 en 2016, le semi-remorque ainsi que le Roadster 2 en 2017 et enfin le Cybertruck en 2019. Entre toutes ces présentations, d'autres événements secondaires ont eu lieu comme la présentation du toit solaire, de l'autopilote, du superchargeur ou du dual motor. La prochaine génération de Tesla, plus petite et plus économique, a été teasée par Elon Musk lors du Battery Day sous forme d'une compacte économique à moins de 25 000 $. Ce Battery Day a d'ailleurs été une déception pour ceux qui attendaient des annonces sur le nouveau Model S et les évolutions de la Model 3 qui est pourtant déjà entrée en production. Bon, vous voyez toujours pas de quoi je veux parler. On continue. Pendant ce Battery Day, Elon Musk n'a rien laissé transparaître de la nouvelle Model S à part la version Plaid dont on va parler plus en détail dans un instant. Je vais sûrement décevoir pas mal de fans en vous disant que je pense qu'il n'y aura plus de présentation de nouveaux produits avant l'arrivée du modèle C. Pour la bonne et simple raison que Tesla ne va pas présenter de nouveaux modèles avant très longtemps. Ne croyez pourtant pas qu'il n'y aura ni actualité ni évolution, bien au contraire. Je suis certain que l'avenir de Tesla n'en sera que d'autant plus palpitant. Et pourquoi? Eh bien c'est à cause de cette caractéristique méconnue et volontairement oubliée dont nous allons parler. Parce que Tesla fera évoluer ses modèles pas à pas en une évolution constante. Et c'est bien de ça qu'on parle. Comme Musk l'a dit, Tesla n'a pas vocation à perpétuer le vieux système de modèles qui change chaque année ou lors d'un relifting. Les évolutions seront constantes et permanentes au niveau de la technique et au niveau des méthodes de production, ainsi qu'au niveau du style. Avouez, vous aviez tous préféré oublier cette déclaration d'Elon Musk, car vous aimez les nouveautés. Je suis pareil, rassurez-vous. Ce qui fait de Tesla une marque exceptionnelle, c'est que les modèles évoluent au cours du temps sans pour autant changer fondamentalement de forme. Pour les constructeurs traditionnels, il serait impossible de procéder ainsi, parce que c'est inscrit dans leur histoire. Au début de l'automobile, le modèle commercial de la vente de voitures s'est basé sur un réseau de concessionnaires. Cela permettait une expansion rapide, à moindre frais. Les plus gros investissements étaient faits par les concessionnaires et le constructeur assurait un volant d'affaires à ses investisseurs. La réclame, comme on disait à l'époque, rendait la voiture visible et la présence de la voiture dans les films, ainsi que dans les événements sociaux, la rendait désirable. Tous les constructeurs automobiles qui ont réussi à se faire une image l'ont bien compris. Qui n'a jamais désiré une auto après l'avoir vue dans un film, sur une piste de course ou avec une star au volant? Le concessionnaire va alors gagner de l'argent en vendant les autos. Au tout début de l'automobile, les concessionnaires étaient souvent d'anciens maréchaux ferrants qui avaient été sollicités par les premiers clients pour réparer leur carriole sans chevaux. À part le moteur, les pièces étaient relativement similaires et les techniques de réparation aussi. Et pour l'entretien et les pièces spécifiques, des spécialistes de l'usine se déplaçaient chez les clients. Les choses changent avec la production en série. Et les garages commencent à acheter des pièces détachées. Ils commencent à se spécialiser pour les remplacer. Les constructeurs commencent à avoir un plan d'entretien et introduisent l'outil qui va leur permettre de gagner plus d'argent,
les révisions. Une voiture thermique demande des vidanges, des changements de bougies et autres interventions périodiques. Si cet entretien était fréquent, il ne demandait que peu de technicité. Mais petit à petit, l'entretien se complexifie, mais il se raréfie également au fil des améliorations de la mécanique. Les constructeurs vont alors dégrader volontairement la qualité de certains éléments pour réduire leur coût de production, mais aussi pour introduire un remplacement programmé de certaines pièces. Les coûts diminuaient pour le constructeur et le remplacement en incombait au client. Afin de gérer ses stocks au mieux et de rendre la production aussi peu chère que possible, le constructeur avait tout intérêt à ne pas faire d'évolution technique. Il va alors résister au changement pour préserver sa rentabilité. Tous les constructeurs traditionnels ont eu la même problématique un jour ou l'autre et ont abouti à la même conclusion. Si on veut éviter une évolution technique, il faut faire des évolutions stylistiques. Et même sans se consulter, tous les constructeurs traditionnels se sont ralliés à cette manière de faire. Les constructeurs lancent alors un nouveau modèle tous les ans avec des évolutions anecdotiques, mais qui font penser au client qu'il y a des évolutions. Tout roule jusqu'à ce qu'un constructeur jette un pavé dans la mare avec une amélioration importante qui impose à tous les autres de suivre. Je pense ici en particulier à l'apparition du turbo dans les années 70 chez BMW et dans les années 80 chez Renault. Dans les années 90, cet accessoire est déjà généralisé sur tous les moteurs diesel. Il apporte de meilleures performances pour l'utilisateur et justifie une désirabilité. Et en même temps, la nouvelle pièce rentre dans le catalogue de pièces de rechange du constructeur parce que les turbos cassaient régulièrement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Un turbo représente une somme importante à débourser lorsqu'il faut le remplacer. Et les concessionnaires comme les constructeurs comptent sur ce type de remplacement pour faire leur chiffre d'affaires. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi les constructeurs automobiles ont peur de l'électrique et vont le dénigrer autant que possible. Carlos Ghosn, alors PDG de Renault-Nissan, a vu le coup venir. Il a tenté de préserver artificiellement le système mis en place pour les voitures thermiques. Les Zoé et Leaf se sont vus dotés d'un programme d'entretien cher, avec des remplacements de pièces inutiles, comme la batterie 12 volts, mais surtout avec un programme informatique dégradant artificiellement les performances de leur batterie. Pour retrouver l'autonomie de base, le client doit faire une mise à jour payante. De plus, le constructeur introduit donc dans l'esprit du client la notion de faillibilité de la batterie et lui donne une solution toute prête, la location de batterie pour éviter tout souci. Les programmes Leaf et Z2 ont été les pires ambassadeurs pour la mobilité électrique, car elles prêtaient le flanc à des critiques parfaitement justifiées. Si une voiture thermique a besoin d'entretien, et on ne peut pas le contester, la voiture électrique n'en a plus besoin. Pas plus que vous ne faites réviser votre smartphone. Tesla entre alors en jeu, avec une voiture qui est vendue directement, sans réseau de concessionnaires à faire vivre, et surtout sans entretien programmé. Du coup, Tesla pouvait faire des voitures plus chères, mais aussi plus durables, de sorte que le client s'y retrouve à la fin. Rien ne s'oppose plus non plus à une évolution constante des modèles et à une longue durée de vie commerciale de chaque produit. Le constructeur peut alors innover et prendre de l'avance sur ses concurrents. C'est exactement ce qu'a fait Tesla et c'est ce qu'il prévoit de faire pour l'avenir. Et maintenant, on va regarder ce qui nous attend. Le modèle Y avait étonné les spécialistes avec son châssis arrière moulé en deux parties. Musk nous a dévoilé ensuite la même pièce, mais en une seule partie, lors du Battery Day 2020. Il a teasé une batterie porteuse et une plateforme de modèle Y en 3 parties. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous reporter à mon débrief du Battery Day, que je vous mets dans les fiches et en description. Or, comme l'a dit Musk à ce moment-là, les pièces sont déjà en production dans l'usine de Fremont. Il a confirmé sur Twitter que les modèles Y qui sortiront de l'usine de Berlin l'an prochain seront équipés de telles nouvelles technologies. Batterie et plateforme. L'usine pilote Roadrunner fonctionne d'ailleurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour préparer la production. La modèle Y berlinoise sera identique à celle produite à Shanghai ou à Fremont en apparence. Leurs performances seront similaires, mais elles seront plus faciles et moins chères à produire. La rentabilité de l'usine berlinoise sera améliorée et le retour sur investissement grandement augmenté. La production des cellules 4680 sur place sera un autre énorme atout pour cette nouvelle usine. Tesla va donc pouvoir augmenter sa vitesse de croissance. Les autres usines produisant des modèles Y seront mises aux normes de Berlin au cours des années qui suivront. Croyez-vous que Tesla s'arrêtera là ?
Vous pensez que le Model 3 va rester avec son ancienne plateforme? Eh bien, lorsque Berlin lancera la production de la berline en 2022 selon les prévisions de Musk, elle bénéficiera également de la plateforme Roadrunner et de ses batteries. Avec les économies d'échelle que cela engendre, une telle évolution est évidente et incontournable. Et la production de Shanghai et de Fremont suivra forcément. Musk a dit qu'il fallait produire les batteries là où on produit les voitures. Or, en Californie, aucun modèle n'utilise les cellules 4680. Pourquoi est-ce qu'il pousse la production aussi vite et aussi fort? On trouvera la réponse dans la présentation par Musk de la Model S Plaid lors du Battery Day. Croyez-vous que Tesla basera cette version porte-drapeau sur une auto dont la conception date d'environ 10 ans, avec des technologies de batterie anciennes et des moteurs qui n'ont pas les performances des nouveaux modèles? Clairement, la Model S va devoir changer. Super, on va avoir une toute nouvelle voiture chez Tesla. Alors que finalement, c'est pas dans la philosophie de la marque. Et ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est génial! Eh bien, vous savez quoi? Elle sera pas vraiment toute nouvelle. Musk a dévoilé sur Twitter que sa nouvelle Model S Plaid aura la batterie porteuse. Elle sera donc équipée des cellules 4680 et du plancher en 3 parties. Connaissant les habitudes des équipes techniques Tesla, il serait illogique que les autres Model S ne bénéficient pas de cette évolution. C'est évident car on ne va pas assembler sur la même chaîne deux voitures aussi différentes. Il faut standardiser toutes les versions pour obtenir quelque chose de rentable. Autre implication de cette standardisation, c'est que tous les modèles qui partagent la même chaîne de production devront passer à cette nouvelle pièce, à savoir les Model X. Tesla va sauter l'étape de la 2170 et passer directement au 4680. Pour les moteurs, Tesla aurait tout intérêt à arrêter la production des moteurs arrière des Model S et Model X, car ils sont spécifiques à ce modèle-là. Les long range seront équipés des mêmes moteurs que les 3 et Y Performance, tandis que les Plaid auront 2 de ces moteurs à l'arrière. Toute la gamme Tesla sera produite avec les mêmes moteurs, du semi-remorque jusqu'à la Model C. Quelle économie! Et Tesla pourrait très bien s'en tenir là en termes d'évolution. L'aspect de la voiture pourrait être parfaitement identique aux actuels, avec toutes les évolutions techniques en dessous. En tout cas presque. Ah, j'en vois au fond qu'ils sont soulagés. N'ayez pas trop d'attentes toutefois, parce que je pense qu'elles seront déçues. Les modèles S et X ne changeront probablement pas beaucoup au niveau de leur esthétique extérieure. On verra une évolution dans le bouclier avant des modèles S, et je pense que ce sera à peu près tout pour l'avant. Les chromes clairs vont être remplacés par des chromes sombres, plus en rapport avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur des voitures. C'est un peu plus à la mode. À l'arrière, de nouveaux feux intégrant une trappe de recharge plus grande est possible. Cela permettrait d'intégrer la prise combo CCS et de s'affranchir de l'adaptateur. Et extérieurement, je pense que ce sera tout. Quoi? Mais pourquoi pas changer plus? Eh bien tout simplement pour limiter les coûts de la nouvelle version. Les moules des presses à emboutir coûtent extrêmement cher. Continuer à les utiliser va permettre de les rentabiliser parce que le procédé est au point, il coûte de moins en moins cher avec le temps puisque ça rentabilise les investissements, mais également donne une meilleure qualité qu'au début, l'expérience aidant. Tesla n'a donc aucune raison de changer le reste de la carrosserie. Il n'en va par contre pas de même pour l'intérieur. En premier lieu, il est certain que l'évolution des deux porte-étendards de la marque bénéficieront des améliorations du vitrage des modèles 3 et Y. Elles adopteront également la pompe à chaleur et l'octovalve déjà présente sur le modèle Y. Mais cela n'ira pas sans une modification de la structure du tableau de bord. L'occasion est trop belle pour Tesla de le mettre au niveau des canons esthétiques des modèles 3 et Y actuels. Avec un écran central de 17 pouces horizontal comme sur le Cybertruck, les modèles S et X devraient adopter le système d'aération simplifié des 3 et Y. Les commodos seront probablement ceux de la 3 également, avec une console centrale proche de celle de ces modèles. Si les sièges ne seront pas modifiés parce qu'ils l'ont été il n'y a pas très longtemps, je pense que les panneaux de porte vont être également mis aux normes de la 3. Les 3 couleurs d'intérieur devraient être conservées avec une lame en bois sombre pour le cuir noir, une lame en chêne clair pour l'intérieur crème et une blanche pour l'intérieur blanc. Les Plaid pourraient recevoir une lame en carbone. Plus hypothétique, il est également possible que Tesla profite de l'arrêt de chaîne pour lancer un nouveau faisceau électrique rigide qui faciliterait largement la production. Les équipes de recherche avaient déposé un brevet en ce sens il y a quelques temps. La seule faille dans mon raisonnement est que Musk a annoncé que la Plaid, qui a battu le record de la piste de Laguna Seca, est une version finale. Or, la voiture est proposée sur le site en version banalisée,
avec les mêmes possibilités de disposer par exemple de jantes de 19 pouces. Je pense du coup qu'il y aura un Race Package qui comprendra jantes, pneus et freins, ainsi que les appendices aérodynamiques conformes à la version utilisée sur le circuit. Les clients qui souhaiteront avoir une version plus anonyme pourront l'acheter et écurer n'importe quel hypercar sur un départ arrêté. Dernier point, la taille prévisible des batteries. Si la Plaid est donnée pour 840 km d'autonomie, je pense que c'est basé sur une consommation proche des modèles S actuels, selon la norme EPA. La batterie de la Plaid sera donc entre 150 et 160 kWh. Celle des long range serait plutôt dans les 115-120 kWh, mais permettra une autonomie de 700 km, même sur le Model X. Reste à savoir si le Model X disposera d'une version Plaid ou simplement d'une version performance à la puissance bridée. Vous voyez, nul besoin de nouveaux designs masquant de vieilles technologies. Tesla s'est aussi donné envie d'acheter, mais en utilisant de vraies innovations comme argument. Mais maintenant que j'y pense, le Cybertruck lui aussi bénéficiera de ces innovations. Cela veut dire qu'il aura la batterie porteuse, mais également aussi les pièces de châssis moulées, comme pour les autres voitures de la gamme. Eh bien, si c'est vraiment le cas, cela veut dire qu'on aura bientôt non pas un Cybertruck, mais deux. Mais ça, je vous propose qu'on en parle dans 15 jours, dans un épisode dédié. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous, ciao!